En numéro ça, je pense que c'est Distingué, bon. distingué invité du PMI Côte d'Ivoire, distingué membre du PMI Côte d'Ivoire, honorables invités des autres chapitres, bonsoir et bienvenue à ce webinaire qui va parler du cycle de vie du programme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter nos excuses pour ce temps de retard. Et nous sommes quand même ensemble, on va essayer de capitaliser sur ce temps-là et partager des informations assez intéressantes sur le management de programme. C'est sur ces mots que je voudrais à nouveau réitérer mes salutations et vous parler de notre initiative, le groupe d'études sur le management de programme. Ce groupe d'études, qui est un groupe d'études international qui a été mené, c'est-à-dire composé de personnes venant des divers chapitres pour nous parler, pour distiller des informations sur le management de programme. Nous sommes aujourd'hui à notre quatrième webinaire. Nous avons commencé par le premier webinaire qui était le webinaire zéro, donc le kick-off. Par la suite, nous avons parlé du webinaire numéro un, le réel webinaire qui a traité de l'alignement stratégique, qui a permis de comprendre comment les programmes traduisent la stratégie organisationnelle. Le deuxième webinaire a traité d'un thème essentiel qui est la gestion des bénéfices, qui est l'essence même de la gestion des programmes. Comment identifier un bénéfice, comment planifier le bénéfice, comment suivre et réaliser les bénéfices attendus. Le troisième webinaire nous a fait naviguer dans l'engagement des parties prenantes. Il fallait gérer, montrer comment gérer les attentes des parties prenantes. On a parlé de la communication et de l'influence des parties prenantes sur le programme. Aujourd'hui, nous abordons un thème clé qui est le cycle de vie du programme. Comment piloter l'initiative depuis la définition jusqu'à la clôture. Nous parlerons donc du cycle de vie du programme. Ce domaine permet de comprendre comment un programme est défini, comment un programme est exécuté, comment il est piloté et comment il est clôturé pour créer de la valeur. Ce webinaire sera co-animé. Donc, j'ai un co-animateur. Cette personne est un chef d'entreprise. Il est un coach agile. Il est président de JAMS, Conseil et Services. Il est diplômé de MBA, certifié PMP. Mon co-animateur de ce soir n'est autre que Mambi Dambélé, que j'ai au prix d'accueillir. Bonsoir, Mambi. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Merci, Destin. Eh bien, cher Mambi, sans transition aucune, je voudrais te laisser la parole. Ok, super. Merci, Destin. Bonjour à toutes et à tous. Sans plus tarder, on va vous présenter le déroulé du webinaire de ce soir. Donc, notre webinaire de ce jour a trois grands objectifs. Le premier, ça sera de comprendre les phases du cycle de vie d'un programme. Ensuite, nous allons chercher à identifier les activités majeures qui caractérisent chaque phase. Et enfin, découvrir ensemble les artefacts clés du programme et retenir les éléments essentiels pour une gestion efficace. Alors, il se déroulera en trois axes. Le premier axe portera sur les notions théoriques sur le cycle de vie d'un programme. Le deuxième axe, nos spécialistes vont nous présenter des cas pratiques de management du cycle de vie d'un programme. Et enfin, on va vous laisser la parole pour poser vos questions. Nous avons le plaisir d'accueillir notre panéliste, qui n'est autre qu'un ingénieur réseau senior avec plus de 14 ans d'expérience dans la gestion et l'optimisation d'infrastructures de télécommunications complexes. Il est expert en protocole de transport et IP, administrateur des systèmes Unix, certifié PGMP, PMP. Il travaille depuis plus de 9 ans chez Huawei. Ce n'est autre Bonsoir que tout le monde. Narcisse Daya. Je vous prie
C'est Narcisse Dayan. Et notre second panéliste, un manager CAPEX avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications. Il gère le portefeuille de projets CAPEX chez MTN Côte d'Ivoire. Il est responsable de la planification, du suivi, du contrôle et de la clôture des projets certifiés PGMP, PMP, CSSGB et ingénieur et master en marketing. Je vous prie de recevoir Sylvestre Yaopi. Alors, sans tarder, nous allons attaquer le premier axe qui va porter sur les notions théoriques sur le cycle de vie du programme. Donc, pour cela, je vais avoir une question pour notre premier expert qui est Narcisse. Narcisse, peux-tu, s'il vous plaît, nous expliquer les grandes phases du cycle de vie d'un programme et leurs composantes? Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants à ce webinaire. Pour répondre déjà à la question, quelles sont les phases du cycle de vie d'un programme? Le cycle de vie d'un programme a trois phases essentielles. La phase de définition, la phase de déploiement et la phase de clôture. La phase de définition a deux sous-phases, celle de formulation et ensuite celle de planification. Dans la phase de définition, il est question de mettre en place les balises, lancer les jalons de la planification du programme proprement dit. Donc, c'est toute une batterie d'évaluations, d'estimations qui sont faites au niveau de la phase de définition. Une fois les documents clés tels que le cas d'affaires, la charte du programme, le plan de management du programme fourni et validé par le comité de pilotage, nous passons à la phase de déploiement. Je vais aussi préciser que l'interaction entre ces différentes phases n'est pas figée en fait, elle est itérative. On peut passer de la phase de définition à la phase de déploiement, puis revenir à nouveau à la phase de définition, suivant le besoin et suivant l'évolution du programme proprement dit. Au niveau de la phase de déploiement, nous avons trois sous-phases. La phase d'autorisation et de planification des composants, la phase d'intégration et de supervision des composants, et ensuite la phase de transition et de clôture des composants. Une chose est à préciser, c'est qu'à la phase de déploiement, c'est là où le bénéfice est généré. Le bénéfice est généré par les différents composants du programme. Ici, bon, pour un programme, un composant peut être un sous-programme, peut être un projet ou toute autre activité liée au programme proprement dit. Une fois que l'ensemble des bénéfices sont générés et que les KPI qui ont été fixés dès le début sont atteints, on passe à la phase de clôture. Ici, il est essentiellement question de faire une transition des bénéfices qui ont été générés lors de la phase de déploiement. La transition se fait le plus souvent vers les équipes opérationnelles ou alors vers l'organisation qui a passé la commande de ce programme. Voici ainsi présenté les trois phases essentielles de la vie, du cycle de vie d'un programme. Ok, merci beaucoup, Narcisse. Destin, Oui. oui, J- je laisse la j- parole. Oui, j'ai bien aimé le découpage de Narcisse et je vois ce beau schéma qui nous est présenté. Je voudrais encore qu'on revienne, peut-être avec Yacobi si possible, sur les objectifs de chaque phase. Je vois la définition, je vois le déploiement, je vois la clôture. Est-ce qu'on peut encore revenir sur les objectifs de chaque phase pour pouvoir bien assimiler tout ça? Peut-être avec Sylvestre. Ok, merci Destin, et puis bonsoir encore à tous. Alors, lorsqu'on prend la phase donc de définition, qui est, comme l'a dit Narcisse, qui permet donc d'établir les fondations donc stratégiques, cette phase a pour objectif donc de valider la justification du business et de créer le cadre d'exécution. Au cours de cette phase,
et donc de définition, on va valider l'alignement stratégique, d'où le business case dont a parlé Nassis tout à l'heure. On va établir le cadre donc de gouvernance à travers la charte du programme qui est signée. On va sécuriser donc les autorisations, c'est-à-dire l'allocation du budget initial. On va constituer l'équipe et les processus donc à travers donc le plan donc de management du programme qui est validé. En ce qui concerne donc la phase donc de livraison, qui est une phase qui permet donc d'orchestrer la création donc des valeurs. Ici, l'objectif donc c'est de pouvoir donc exécuter les composants et réaliser les bénéfices intermédiaires. Au cours donc de cette phase donc de livraison, on va, comme je le disais tantôt, orchestrer donc les composants du programme, c'est-à-dire les différents projets qui composent donc ce programme. On va passer donc pour le faire, il faut passer par valider ces différents projets qui constituent le programme et puis les planifier. Une fois cette phase réalisée, on passe donc à la livraison donc des bénéfices et à leur transfèrement, comme on le dit, aux opérations. Ensuite, il faut pouvoir, au cours donc de cette exécution-là, gérer les interdépendances et aussi s'adapter à chaque fois qu'il y aura un changement, soit au niveau stratégique ou voilà. Donc, on aura une roadmap, un planning qui sera tout le temps actualisé aux besoins. En ce qui concerne donc la dernière phase, donc, qui est la clôture, ici, on s'assure que la pérennité, on s'assure de la pérennité des bénéfices, c'est-à-dire de transférer donc les capacités et capitaliser les apprentissages. Donc, au cours de cette phase donc, de clôture, on transfère donc les bénéfices là aux opérations, ce qui permet donc de pouvoir les pérenniser ces bénéfices. On clôture donc les composants, les différents éléments, les différents projets qui sont donc qui constituent ce programme. On va donc capitaliser les apprentissages à travers donc les lessons learned qui vont servir donc pour les programmes futurs. Et on mesure donc la valeur aussi qui est réalisée. Donc pour terminer, on se pose donc différentes questions hein, au travers donc de ces différentes phases. Par exemple, au niveau donc de la clôture, est-ce que on a créé donc de la valeur durable? Est-ce qu'on a capitalisé sur nos apprentissages? Au niveau de la livraison, est-ce que nous créons donc des capacités? Est-ce que nous livrons des bénéfices selon le plan? Ou est-ce qu'on arrive aussi à s'adapter aux différents changements? Dans la phase de définition, faisons-nous donc la bonne chose avec les bons sponsors et avons-nous donc un cadre de gouvernance solide? Voilà, sur ces mots que je termine, donc je repasse la parole à Destin. OK. Et moi, je vais rebondir sur une nouvelle question. Au vu de toutes ces activités que Sylvestre vient de nous définir, Narcisse, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer brièvement c'est quoi les activités majeures qu'un programme manager doit réaliser dans chacune de ces phases? Ok, merci Mambi pour cette question. Déjà, en termes d'activités, nous avons plusieurs activités que le programme manager effectue du début de la phase de définition jusqu'à la phase de clôture. On peut les classer en plusieurs catégories. Par exemple, la gestion de l'intégration, qui est la plus importante d'ailleurs, la gestion des changements, la gestion des risques, la gestion des communications. Bon, tout ceci pour dire qu'il y a plusieurs activités, environ 12, qui sont effectuées par le programme manager.
Toutefois, je vais m'intéresser à l'activité principale qui est l'intégration. Il faut entendre par intégration l'orchestration, la coordination, parce que c'est l'une des tâches principales du programme manager. Orchestrer les différents composants qui font partie de son programme. Au niveau de l'intégration, cela commence dès la phase de formulation. Il est essentiellement question de fixer déjà les différents objectifs, les différents paramètres de KPI. Et par la suite, tout au long de l'évolution de la vie du programme, il sera question de veiller à ce que le timing, les, euh, la nature des différents composants, l'évolution des différents composants s'aligne avec ce qui a été prévu dès le départ. Il faut s'assurer que la roadmap qui a été fixée lors de la phase de définition s'aligne avec les prévisions. Il est essentiellement question de cela lors de l'orchestration. Et lors de l'orchestration également, si jamais un nouveau risque apparaît, il doit être pris en compte et adressé le plus tôt possible afin de garantir la génération des bénéfices. Une autre activité, bon, je vais finir par là, qui m'intéresse également, bon, qui est assez important d'après moi, c'est la gestion des risques. Déjà, il faut savoir que de même que dans un projet, il existe des risques au niveau du programme, tout en sachant que les risques du programme ne sont pas forcément les risques du projet. Les risques dès la phase, bon, lorsqu'on s'intéresse à la gestion des risques, on se rend compte que lors de la phase de définition, on est amené à faire une estimation initiale de l'ensemble des risques qu'on peut rencontrer tout au long du programme. Et nous établissons également un registre des risques afin de le suivre. Et dans le registre des risques, on retrouve l'ensemble des risques et l'ensemble des réponses pour chaque risque qui peut apparaître. Ce registre de risques évolue avec le cycle de vie du programme. Lors de la phase de déploiement, si jamais un nouveau risque survient, il est identifié, adressé et la réponse est également identifiée. À la phase de clôture, le registre de risque en question, si jamais, bon, il peut arriver que lors de la phase de clôture, des risques persistent toujours. Ces risques sont transférés aux opérations ou alors gérés suivant la matrice de priorité définie par le programme manager. Je pense essentiellement ces deux activités que je vais présenter. Comme vous le voyez sur le tableau, il y en a plusieurs, dont je m'intéresse juste à ces deux activités parce que je trouve qu'elles sont assez capitales pour le cycle de vie d'un programme. Je vous remercie. Merci, Narcisse. Destin, tu as le micro fermé. Destin, tu as le micro fermé. Oui, 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 effectivement, c'est vraiment l'émotion. J'ai beaucoup aimé le cas pratique de Narcisse tout à l'heure qui nous expliquait comme ça que les activités du programme diffèrent des activités des projets dans la phase de déploiement. Et là, il a parlé de la gestion des risques. Donc, les risques au niveau du projet et les risques même au niveau du programme. Chacun est géré un peu de son côté, si je peux dire ainsi. À quel moment, par exemple, les risques d'un projet ces risques vont interférer sur les risques du programme lui-même? Est-ce que peut-être Narcisse peut revenir un peu là-dessus, si possible? Allô, si, Peut-être, oui, oui, oui. Sylvestre, peut-être que tu pourras nous aider sur cette question-là. oui, oui. En fait, comme on l'avait dit initialement, le programme, c'est donc un ensemble donc de projets qui
mis ensemble qui permettent donc à une organisation de pouvoir donc atteindre un objectif ou un bénéfice, euh, j'allais dire stratégique. Donc, si nous prenons dans cet ensemble donc de composants ou de composés de projets et qu'il y a un risque donné sur un élément donc de ce projet, ce risque-là peut donc affecter notre roadmap qu'on a défini pour euh, clôturer notre programme en termes de délai, en termes même de bénéfices, donc de valeur à réaliser. Donc, voilà un peu, si tu veux, Destin, le lien qu'il y a donc entre un risque sur un projet et son impact donc sur le programme en lui-même. Je D'accord. sais pas si ça Si, répond oui, si j'ai bien compris, le risque au niveau du projet sera géré par le project manager et tant que ce risque-là n'impacte pas peut-être un ou plusieurs composants, donc ce risque-là ne sera pas déversé au niveau du programme. Est-ce que c'est un peu ça la séparation des tâches ou des activités entre le gestionnaire de programme et puis le gestionnaire de projet? Oui, effectivement, c'est vrai que là, nous parlons aujourd'hui de programme manager, mais pour chaque composant donc de ce programme-là, il y a un project manager qui suit donc au quotidien donc les activités de de son projet. Donc, lui, il va essentiellement se référer donc au livrable et autres. Et le programme manager qui, un peu, j'allais dire, le chef d'orchestre, donc, va se référer donc aux différents, donc, j'allais dire, reports de ces programmes, de ces project managers pour coordonner donc euh, ou ordonner toutes choses afin que on puisse donc réaliser les bénéfices attendus. Merci infiniment. Mambi, je te laisse la parole. OK. Et maintenant, on va essayer de parler des artefacts. Je vais m'adresser à Narcisse. Narcisse, euh, est-ce que le cycle de vie génère de nombreux artefacts? Quels sont les artefacts essentiels qu'un manager de programme doit absolument maîtriser? Narcisse, tu peux répondre ou Sylvestre? Ok, d'accord. Les artefacts majeurs. Déjà, à chaque étape de l'évolution du programme, nous avons des artefacts. Lors de la phase de définition, par exemple, des artefacts majeurs, c'est le cas d'affaires, la charte, bon, le cas d'affaires qui justifie le programme, la charte du programme qui autorise le programme. Il est généré pour pouvoir autoriser le programme. Donc, ça fait que le programme manager établit cet artefact et le soumet au comité de pilotage. Une fois qu'il est validé, on lui octroie donc toutes les ressources nécessaires pour pouvoir dérouler le programme proprement dit. Nous avons également la roadmap qui est un artefact qui donne un aspect visuel panoramique sur l'évolution du programme du début jusqu'à la fin. Sur la roadmap, nous avons également les différents milestones ou les points d'achèvement, les différents points saillants de l'évolution du programme, l'évolution des bénéfices, la délivrance des bénéfices. Tous ces éléments sont présents dans la roadmap. Et le dernier artefact que je vais donner, tout en laissant la parole à Yacobi, c'est le plan de management du programme. Ce plan est assez vaste, il est assez important parce qu'il répond à la question du comment. Comment est-ce qu'on va gérer les changements? Comment est-ce qu'on va gérer la gouvernance? Comment est-ce qu'on va gérer les risques? Comment est-ce qu'on va gérer les ressources? Toutes, toutes ces questions qui commencent par comment trouvent leur réponse dans le plan de management de programme.
Merci, Narcisse. Ok. Sylvestre, tu as quelque chose à ajouter? Euh, juste peut-être donner, j'allais dire, un, un conseil donc au, au programme, donc manager, pour dire que l'artefact est comme la mémoire vivante donc du programme. Donc, il ne faut pas seulement être capable donc de produire donc ces différents artefacts qui ont été énumérés par Narcisse, mais il faut surtout donc les suivre et les mettre à jour en continu, vu que la vie, on va dire le cycle de vie n'est pas figé, c'est quelque chose qui évolue. Euh, donc, le programme manager doit être donc, très attentionné. Merci beaucoup. C'est justement ce que j'allais aussi demander parce que ces artefacts, est-ce que ce sont des éléments qui sont figés tout au long du cycle de vie du programme ou bien ces artefacts évoluent avec la définition, la livraison et la clôture? Et peut-on donner un exemple concret d'évolution d'un artefact? Sylvestre ou Narcisse? Ok, bon, je vais déjà prendre la question. Bien entendu, on parle de cycle de vie. Et justement, lorsqu'il y a de la vie, il y a de l'évolution, il y a des nouvelles données qui rentrent et, et on ressent bien cela au sein d'un programme. Il faut déjà préciser que l'agilité n'est pas une option pour un chef de programme, pour un manager de programme. Parce que dans la vie du programme, on a tout le temps, bon, presque tout le temps des nouvelles entrées, des imprévus qui arrivent. Et il faut savoir comment manager cela. Il faut savoir comment orchestrer, il faut savoir comment répondre à tous les changements, à toutes les nouvelles données qui peuvent prendre place dans la vie du programme. Pour donner un exemple, je vais par exemple, bon, je vais à nouveau revenir sur la gestion des risques. Parce qu'on sait bien que dès la phase de définition, on a eu à faire une estimation initiale des risques, bon, une identification initiale et des réponses. Mais il peut arriver lors du déploiement que de nouveaux risques surviennent. Lorsqu'un nouveau risque survient, il est identifié, analysé et la réponse est aussi identifiée. Ce qui fait donc que l'un des artefacts phares, qui est le registre des risques du programme, sera mis à jour en tenant compte de ce nouveau risque qui est apparu. Et et c'est de cette façon que les différents artefacts sont mis à jour tout au long de la vie du programme. Notons également que tous ces changements sont validés par le comité de pilotage parce il faut toujours rester aligné avec la vision stratégique. Il faut toujours être aligné de façon stratégique avec la vision qui a été donnée dès le départ. Une fois qu'on identifie un changement, on le documente, on le soumet au comité de pilotage. Lorsque le comité de pilotage le valide, on met en jour l'artefact qui correspond à cette activité ou alors à ce point qui a été identifié. Je pense que bon, je m'arrête juste au niveau de l'explication de la gestion du risque, parce que les risques, on le sait bien, on ne peut pas les identifier dans la totalité, peu importe notre capacité à anticiper, on se rend bien compte on se rend souvent compte que dans la pratique, il y a toujours de nouveaux risques qui interviennent et il faut les adresser. Je vous remercie. Je vous repasse la Ok, parole. super. Alors, Merci beaucoup, Narcisse. Oui, Sylvestre? excusez-moi, je voulais aussi intervenir à ce niveau pour donner juste un cas aussi pour encore éclairer nos on va dire, participants. Donc, en prenant le cas, par exemple, concret de la roadmap, on a parlé tout à l'heure de la roadmap, au niveau donc de la phase donc, de définition, par exemple, on a une vision donc macro qui est basée sur des hypothèses. Mais lorsqu'on passe au niveau donc, de la phase donc, de livraison, d'exécution et de déploiement, ça devient donc un outil de pilotage avec des arbitrages et des mises à jour qui sont faites, des mises à jour donc des priorités. On va donc gérer aussi les retards.
au niveau de la phase de clôture, cette roadmap va servir donc à vérifier, on va dire, la complétude des livrables et la durabilité donc des bénéfices. Voilà un peu ce que je voulais aussi ajouter, voilà, pour que on ne soit pas dans l'abstrait aussi, même si nous sommes dans la partie théorique. Super. Merci, Sylvestre. Destin, est-ce que tu as... Oui, j'ai une question. J'ai une question. Mhm. Nous avons vu un peu les différents domaines de performance dans la gestion des programmes. On se souvient encore de la gestion des bénéfices, de la gestion, l'engagement des parties prenantes. Aujourd'hui, nous sommes dans le cycle de vie. Est-ce qu'il y a une interaction entre ce domaine-là et le cycle la gestion du cycle de vie et les autres domaines de performance? Peut-être Sylvestre, peut-être vous voulez lui dire quelque chose là-dessus? En termes d'interaction, tu veux dire? En termes d'interaction. OK. Bon, je dirais que le cycle de vie donc, a une interaction avec les autres domaines de performance. Euh, donc, par exemple, dans le cycle de vie donc, va interagir avec euh, le domaine de performance, donc engagement des parties prenantes, qui est donc essentiel à chaque étape. Va assurer- le cycle va aussi interagir avec le domaine donc, des bénéfices, qui est l'épine donc, dorsale du programme. Et il interagit également avec la gouvernance, donc, au niveau de la cadence donc, de décision à chaque étape, va interagir avec la stratégie pour assurer l'alignement donc, organisationnel. Pareil au niveau donc des dépendances ou de la gestion donc des risques. Voilà, donc je pourrais dire en conclusion que le cycle de vie est le cadre et les autres donc, domaines sont donc les leviers qui donnent, on va dire, de la puissance. Ok. Merci, merci infiniment. Merci. Bambi, je te retourne Oui, la parole. oui. Donc, merci beaucoup, les spécialistes. Et, en fait, on vient de effectivement parcourir les notions théoriques qui régissent le cycle de vie d'un programme. Euh, Avec votre permission, moi, je souhaiterais demander à nos spécialistes si Narcisse ou Sylvestre peut nous partager un cas concret issu de votre expérience ou d'une bonne gestion des cycles de vie qui a permis de sauver ou d'optimiser un programme, un cas pratique issu de votre expérience ou d'un projet. Ok. Merci pour cette question. Bon, je vais donner un cas pratique auquel j'ai eu à faire face lorsque j'accompagnais une équipe de développement de jeux vidéo il y a de cela quelques années. Le contexte, c'est celui d'une jeune équipe qui était mise en place, mais bon, qui n'avait pas encore toutes les ressources dans la stratégie, toutes les ressources de gouvernance ou alors de PMO. Donc, il s'est avéré que le programme manager de l'époque, lui, au-delà de l'intégration, au-delà de la coordination, faisait presque le travail des project managers. Donc, je peux identifier cela comme un problème d'ingérence, comme celui qui voulait faire tout dans le projet. Et là, c'était un problème parce que cela impactait la vie du programme. Les équipes n'avançaient pas comme il fallait, puisqu'il fallait toujours se resserrer à une seule personne pour pouvoir changer une figure, pour pouvoir évoluer. Et ceci avait vraiment un impact sur l'évolution du, du bénéfice, sur la livraison du bénéfice qui devrait être fait. Au cours d'une escalade et au cours d'une consultation, ce problème a été identifié et mis sur la table.
Ce qui les a donc poussés à mettre en place un plan de gouvernance et délimiter les différents périmètres d'intervention. Savoir que le programme manager a pour rôle de faire de l'orchestration, de la coordination des composants. Les sujets ou alors les points qui relèvent du projet doivent être gérés par le project manager. Le programme manager peut être sollicité pour son expertise, son coaching, mais ne pas faire le travail de tous les project managers. Donc, on voit ici un exemple où la coordination doit être faite, mais dans un cadre bien précis. Lorsque la coordination, l'orchestration, l'intégration essaie d'aller au-delà du cadre fixé, on peut avoir des répercussions sur la délivrance du bénéfice. L'on comprend bien la volonté de vouloir bien faire, mais lorsqu'on ne se fixe pas de cadre et ne quadrille pas bien la gouvernance des différentes activités, on peut se retrouver à avoir des résultats néfastes sur la délivrance du bénéfice. Dans le cas que j'ai eu à rencontrer, lorsque le plan de gouvernance a été mis en place et les périmètres bien définis, le programme a pu se relancer et délivrer le résultat escompté. Donc, en conclusion, bon, je l'ai déjà dit, il faut bien délimiter les différents périmètres. Le périmètre du programme manager doit être délimité et les différents périmètres des project managers doivent également être délimités. Merci. Super. Merci beaucoup, Narcisse. Sylvestre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, dans mon cas, il s'agissait donc d'un programme de transformation de réseau télécom. Et bon, nous avons pris du retard, ça veut près de, je dirais, 3 mois donc de retard dû à des dépendances qui n'avaient pas été identifiées au préalable entre les équipes donc, de transmission de l'IT, de l'informatique et du marketing. Donc, en appliquant donc, une gestion rigoureuse donc, du cycle de vie, on a donc repris la définition, clarifié donc les différents bénéfices, révalidé donc le périmètre stratégique. Ensuite, au niveau donc de la phase de livraison, on a fait une réorganisation, en mettant en place donc les matrices donc de dépendance qui sont revues chaque semaine. Et on a aussi donc engagé donc les différents sponsors. Voilà. Donc, ce qui a permis donc de pouvoir rattraper ce retard-là, de réduire donc de 15% les risques résiduels et de pouvoir donc délivrer aussi le bénéfice avant donc la date contractuelle. Donc, ce succès, je pourrais dire, n'était pas dû à un miracle, mais c'est la maîtrise donc méthodique du cycle de vie qui a sauvé donc le programme. Voilà. Donc, en conclusion, hein, la discipline du cycle de vie, donc, je dirais, peut sauver un programme. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Sylvestre. Merci beaucoup, Narcisse, pour ces précisions. Donc, à travers ces cas pratiques, on vient de voir une bonne gestion de gouvernance et une bonne gestion du cycle de vie permet effectivement de livrer le bénéfice attendu d'un programme. Donc, on arrive à la fin. Est-ce que Sylvestre, Narcisse, vous avez, c'est quoi votre mot de fin? Est-ce qu'on arrive vers la fin du cas pratique? Votre mot de fin, s'il vous plaît. Ok, D'accord. merci. Bon, je commence ou bien? Vas-y, Narcisse. Ok, d'accord. Ce que je veux dire pour la fin, déjà, revenir sur l'activité principale d'un programme manager, c'est l'intégration, c'est-à-dire l'orchestration, la coordination des différents composants. Il faut dire
établir cela et retenir cela comme vérité fondamentale. Deuxièmement, pour pouvoir mener à bien son travail, il est capital, primordial de travailler avec des données, travailler avec des KPI qui sont fixés et qui lui permettent de monitorer la vie du programme de bout en bout. Un programme est complexe par sa nature, puisqu'il est question de gérer plusieurs parties prenantes. Ici, nous allons par exemple lister les composants qu'il faut gérer. Il y a également les autres parties prenantes qu'il faut également gérer. Et pour cela, il est important d'avoir des KPI qu'on fixe et qu'on suit tout au long de la vie du cycle de programme. Donc, je terminerai en disant que la gestion des performances, le suivi des KPI est primordial et fondamental pour aider le programme manager à mener à bien son travail de bout en bout. Puisqu'il faut le rappeler, le programme est plus complexe qu'un projet. Et la réussite relève vraiment, il faut vraiment être proactif, il faut savoir s'adapter, il faut savoir réagir à temps lorsqu'un événement survient. Donc, on en demande plus au programme manager qu'on ne le fait à un project manager. Donc, c'est ceci qui sera mon mot de fin. Merci. Merci. Sylvestre? Euh, je termine juste en disant que un programme, c'est un voyage. Donc, plus la route est bien clarifiée, hein, plus l'arrivée est certaine. Voilà. Pour résumer, on va dire tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui. Je résume ça juste par ce mot-là. Voilà. Merci, Manu. Super. Merci beaucoup, Sylvestre. Merci beaucoup, Narcisse. Destin? Oui, oui, tu... oui. Hmm. Euh, Sylvestre et Narcisse nous ont bombardé d'informations tout le long de cette soirée. Ils nous ont montré un peu ce cycle de vie d'un programme. On a vu de façon très claire les cycles de vie. On a parlé de la définition, on a parlé de la délivrance et on a parlé de la clôture. Ils nous ont aussi entretenu sur les différents artefacts qui sont générés au cours des différentes phases. Mais avant ces artefacts, ils ont parlé des activités essentielles qu'il faut. Ce webinaire était vraiment riche en informations et je voudrais vous dire merci infiniment. Est-ce que jusqu'à présent, il est possible pour nos internautes qui sont connectés, les personnes qui participent, est-ce qu'il est possible pour ces personnes de poser des questions dans le chat? Je vois que il y a des questions qui sont arrivées Ok. et donc j'ai répondu à la plupart des questions déjà. Voilà. Mais peut-être pour alimenter la discussion, il y a une question qui dit, bon, la dernière, hein, qui dit, j'ai noté qu'il y a trois grandes phases dans le cycle de vie d'un programme. Je voudrais savoir à quelle phase pouvons-nous positionner le suivi et évaluation pour s'assurer que le programme avance comme sur des rails. Donc, les premières réponses que j'ai données, après nos experts panélistes pourront éventuellement compléter. J'ai répondu comme cela que c'est dans la phase de déploiement et clôture. Déjà, dans la phase de déploiement, on va s'assurer que chaque projet qui constitue le programme, voilà, s'exécute en bonne et due forme et livre ses livrables. Les projets sont initiés, se déroulent bien et livrent leurs livrables. Mais aussi, dans la phase de clôture, est-ce que chaque projet offre les livrables attendus? Est-ce que la transition est la bonne? Donc, déjà, dans ces phases-là, en suivant chaque composant et en suivant la livraison des bénéfices, ben, tout naturellement, on est en train de s'assurer du suivi et évaluation de notre programme. Voilà les premières réponses que j'ai données. Tout à fait, Blaise. Merci. En tout cas, je pense que tu as répondu parfaitement. Certes, il y a trois phases, mais euh, comme cela a été exposé lors on va dire, de ce webinaire, je pense que j'ai plus le PowerPoint en face, la page.
mais il y a ces différentes étapes-là. On parle donc, c'est vrai, on parle d'exécution, on parle de livraison dans certains documents, mais c'est au cours de cette phase-là qu'il y a tout ce suivi-là, les reporting, donc la communication, euh, s'assurer donc on suit le bon train. S'il y a des changements, faire des demandes de changement, s'adapter et autres. Euh, voilà, donc pour ne pas prendre donc le temps. En tout cas, Blaise a très bien répondu. Voilà. Eh bien, on va dire que les questions vont se poursuivre, viennent au-delà même de ce webinaire. N'hésitez pas, chers participants, à poser éventuellement, si des questions vous reviennent, à poser des questions sur la plateforme du PMI, sur LinkedIn, la plateforme où on parle de la gestion des programmes. Si vous voyez un visuel, n'hésitez pas à un visuel relatif, bien sûr, à la gestion des programmes. N'hésitez pas à poser vos questions pour pouvoir alimenter les échanges. Nous avons encore 1 minute et je voudrais profiter de ce temps-là pour pouvoir, dans un premier temps, remercier nos experts, nos panélistes qui nous ont donné vraiment ce qui est essentiel à savoir dans la gestion du cycle de vie. Je voudrais également remercier les modérateurs de ce soir. Je n'étais pas vraiment le modérateur. Notre modératrice s'était vraiment apprêtée. Bon, quelques petites difficultés techniques, mais la prochaine fois, vous aurez une voix féminine suave pour pouvoir vous entretenir. Chers participants, restez toujours connectés au groupe d'études sur la gestion des programmes. Et le mois prochain, nous traiterons d'un thème clé qui est la gouvernance. Restez connectés, restez connectés et restez connectés au groupe d'études sur la gestion des programmes. C'est sur ces mots qu'avec votre permission, chers panélistes, chers participants, que je voudrais qu'on prenne congé de nous tout en restant connectés sur les différentes plateformes LinkedIn et Facebook. Merci et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci. Si Merci. Merci. Au revoir. Donc, chers panélistes, on se connecte, on se déconnecte et on se reconnecte pour faire le point. sur le même lien, notre, Euh, qu'on utilisait pour le drive. Oui, je crée un Google Meet, je mets dans la plateforme WhatsApp et puis on l'utilise pour se connecter. OK. Merci. Merci beaucoup.